Bonjour, aujourd'hui vous êtes à la Villa Marie, la médiathèque de Fréjus, en présence de Béatrice Ress. Je suis présidente des Amis de la langue française et j'anime les pauses philo mensuelles. Donc c'est avec plaisir aujourd'hui que je vais vous entretenir du langage traduit-il nos émotions. Un beau thème, ce thème du langage, qui a intéressé d'ailleurs aussi bien les linguistes que les philosophes, les anthropologues et plus massivement les psychologues et les neuropsychologues qui ont depuis longtemps investi cette thématique et qui découvrent d'ailleurs, qui reconnaissent l'impact des émotions investies, découvrant aussi, reconnaissant cet impact sur l'activité cognitive, les comportements et les rapports sociaux. Les progrès en neurosciences ont ainsi permis la résurgence actuelle de cette thématique dans pratiquement toutes les disciplines des sciences humaines. Les travaux sur l'expression linguistique des émotions portent principalement sur les propriétés du lexique des émotions, sur la sémantique et la dimension culturelle des émotions, ou encore sur le rôle des émotions dans le processus d'acquisition du langage ou d'apprentissage d'une langue. D'ailleurs, je vois qu'à son accoutumée, les bibliothécaires de la médiathèque de la Villa Marie à Fréjus vous ont préparé un choix de livres, d'ouvrages que vous pouvez retrouver à la médiathèque, bien sûr, ils sont en prêt. Entre autres, justement, quand on parle du processus d'acquisition du langage, on peut aussi évoquer, entre autres, Françoise Dolto, Tout est langage. Mais il y a beaucoup d'autres ouvrages, bien sûr, à découvrir. Alors, pour répondre à cette question, le langage traduit-il nos émotions? On peut évoquer la psychologie de l'émotion du psychologue et du neuropsychologue William James, donc 1890 quand même, pour lequel la représentation produit l'émotion par l'intermédiaire des processus organiques qu'elle déclenche. Donc la psychologie moderne des émotions défend largement l'idée que les émotions sont des réactions déclenchées par des stimuli ou des événements externes ou internes à l'individu. La linguistique des émotions les conçoit, quant à elles, comme des entités actives dans le sens où elles agissent sur et participent à la co-construction des actes de parole, avec la notion de construction argumentative des émotions. Donc du côté du langage, plus précisément, nous pouvons interroger l'apport de la psychanalyse de Freud de 1915, qui pour bâtir son appareil à langage, s'inspire largement, surtout dans le stade préanalytique de sa pensée, de travaux portant sur le langage, voire sur la linguistique. Et il a subi l'influence d'un remarquable linguiste allemand, Delbrück, est fondamental et direct, et ses idées sont très proches de celles de Saussure, donc on y reviendra bien sûr, Ferdinand Saussure. Et il traite des effets du psychisme sur le langage, ce qui inspire chez Freud, bien sûr, entre autres notions, celle ancestrale d'association libre. Mais l'intérêt pour le langage et la linguistique vient aussi à Freud par des voies indirectes. N'oublions pas qu'il était un neurologue aussi, et c'est le cas du linguiste Stendhal par l'intermédiaire du médecin aphasiologue, donc aphasie, la perte de parole, l'oncle docteur Kussmaul. De l'appareil à langage freudien, la syntaxe de Saussure et donc Delbrück jusqu'à Lacan aura suffi par l'inconscient structuré comme un langage, d'ailleurs, nous disait Lacan. Entre les mécanismes de la langue, Saussure, qui écrit cet ouvrage fondamental, cours de linguistique générale, recherche sur les anagrammes qui inspirent Lacan et le mécanisme des associations libres, cher psychanalyste. Le par-lettre de Lacan, donc en 1966, les analogies sont remarquables. Le caractère principal du signifiant, c'est déjà un mot qu'on trouve chez Saussure, c'est d'être articulé au sens saussurien du terme. Cependant, Lacan, bien sûr, ira plus loin dans le cas de la psychanalyse. Je le cite, « M'en dire que l'inconscient est structuré comme un langage n'est pas du champ de la linguistique. » Bien sûr, à un moment donné, il va se séparer. Pour Ferdinand de Saussure, donc, qui est considéré comme le fondateur de la linguistique moderne, le sujet qui vit l'émotion et qui en parle est un sujet parlant.
Donc Saussure, c'est 1891. Il situe le sujet dans un corps, bien sûr, à partir duquel il parle et dialogue et s'identifie comme une intériorité, avec un gradient d'état de conscience et également une extériorité, l'ouverture au monde. La notion de conscience de la langue n'apparaît que 2 fois dans les textes de Saussure. On ne peut refuser à la conscience l'utilisation de ces différences entre les mots du radical, suffixe, etc. Et on pense bien sûr au célèbre « Il n'y a pas de métalangage » de Lacan. Pour le mot indécorable, par exemple, chaque fragment ayant été tiré d'un ensemble par une série de comparaisons, ces fragments sont davantage à la portée du sujet parlant, vivant et conscient. Cette notion représente l'entité psychique, l'esprit et physique, le corps, qui sont bien sûr indissociables. L'évaluation cognitive n'est pas la seule composante de l'émotion, accompagnée d'une composante physiologique, les changements corporels, auxquels s'intéressait beaucoup William James. D'une composante d'expression motrice, tant au niveau de l'expression faciale et vocale que dans la posture et dans la gestuelle, d'une composante motivationnelle également, et enfin d'une composante de sentiment subjectif qui reflète l'expérience émotionnelle vécue. Saussure pose ainsi les bases de la cognition ou acte intellectuel par lequel on acquiert une connaissance. À propos du langage, mais aussi celui de la conation, qui concerne l'intentionnalité et le monde émotionnel du sujet parlant face à ses interlocuteurs. Le terme conation, d'ailleurs, comporte 2 composantes apparemment contradictoires, un aspect d'effort volontaire et un aspect de réaction reposant sur des acquis automatisés qui, eux, sont involontaires, orientés vers un résultat, d'où l'évocation d'un hiatus. Les différences portent sur l'utilisation des processus cognitifs, déclenchement, orientation, intensité et durée, lien avec la personnalité du sujet, qui traite de l'information, servent à l'acquisition, l'organisation et l'utilisation de connaissances de manière explicite ou implicite. Cette définition est un peu plus générale que la célèbre définition de Neisser, 1967, pour qui le terme cognition se réfère à tous les processus par lesquels l'entrée sensorielle est transformée, réduite, élaborée, stockée, rappelée ou utilisée. Donc cognition et conation sont indissociables, bien que la conation soit assez rarement évoquée comme telle. Le rôle de la cognition dans l'émotion est très bien illustré par les travaux menés sur la structuration de l'affect qui sous-tend le langage. Antonio Damasio, vous en avez peut-être entendu parler au sujet des neurones miroirs. Donc 2010, un contemporain, professeur de neurologie, neurosciences et de psychologie, il reprend l'idée de William James dans l'hypothèse de l'existence des marqueurs somatiques, ainsi conceptualisés dans le rôle causal des changements corporels dus à l'émotion. Christian Plantin, linguiste aussi, est un théoricien de l'argumentation et il montre ainsi que l'émotion, je cite, structure le matériel verbal selon des lignes précises qui font l'objet de consensus parallèles à la fois chez les psychologues et les linguistes. Selon Charles Bally, linguiste suisse, 1942, objet de l'article « Qu'est-ce qu'une théorie de l'énonciation ?» Eh bien, je cite, sous la forme linguistique d'un jugement intellectuel, d'un jugement affectif ou d'une volonté qu'un sujet pensant énonce à propos d'une perception ou d'une représentation de son esprit. Charles Bally souligne l'importance qu'il y aurait pour la linguistique à étudier le langage en tant qu'expression des sentiments et instrument d'action, et à poser la question des procédés et des signes par lesquels la langue produit de l'émotion. Procédés qu'il propose d'étudier dans ce qu'il nomme la stylistique. Il ajoute « La langue demeure-t-elle impuissante
à exprimer par elle-même le sentiment, le désir, la volonté. Nous savons bien qu'elle en est capable. On voit bien que les signes étiquettes de la langue ont à côté d'eux et associés à eux bien des synonymes expressifs. Alors là, je cite ce petit passage pour expliciter le sujet. En mettant le sentiment, la passion à l'origine du langage, ou en faisant comme le noyau primitif d'où la parole est sortie, Rousseau apercevait déjà un fait que le professeur Charles Bailly a le premier parmi les linguistes mis en lumière, et qui est d'une importance capitale pour la science du langage. Ce fait, c'est que le langage, loin d'être une construction purement intellectuelle, est au contraire toujours animé, mobilisé par l'affectivité. M. Bailly a donné le nom donc de stylistique à l'étude de la valeur affective des faits de langage organisés. Et Charles Bailly s'est fait le champion de tout ce qu'il y a d'inégal, d'impulsif, de capricieux dans le langage, par opposition à un Saussure qu'il range parmi les intellectualistes, les scientifiques, intéressés à trouver ce qu'il y a dans toute langue et dans un langage en général de régulier, de géométrique, d'architectural. Donc, on voit que Charles Bailly explicite sa syntaxe affective en proposant des études qui soulignent le rapport entre la syntaxe, la structure et l'émotion, qui font émerger des constructions à valeur émotionnelle, comme les émotimos du type « oups »,« bof » et les émotiphrases comme « il est trop »,« ça va pas la tête ». Ce type de phrase et d'énoncé exprime la surprise aussi, est compatible avec des marqueurs discursifs comme « tiens » pour exprimer la surprise, ou « ah mon Dieu » pour exprimer la peur, ou l'inquiétude « ah Gaspard qui n'est pas là », déclenchée par une situation plus ou moins chargée émotionnellement. Ces expressions tendent pour certaines à évoluer vers le statut d'interjection. Tu parles. Les interjections, les expressions, les phrases figées à caractère interjectif sont au cœur de l'étude proposée par Didier Bottineau qui se demande, je cite, non pas comment ces marqueurs des émotions, mais comment leur emploi contribue à réguler la distribution des émotions, des savoirs et des actions entre le sujet parlant et son interlocuteur. Jean Dubois et Françoise Dubois-Charlier, on peut aussi les citer donc, dans les années 1990-97, à partir de la classification des emplois des verbes de communication inventoriés, montre que la valeur émotionnelle n'est pas uniquement liée aux items lexicaux composant l'énoncé, mais à la construction elle-même, actualisée dans le cas d'une interaction verbale, construction entre une forme et un sens. Des auteurs comme Peter Lowers et Els Tobak montrent comment la structure pronominale permet un glissement de sens vers la sphère du ressenti, de l'intuitif et du subjectif. On la croit intelligente versus elle se croit intelligente. Les auteurs montrent comment le glissement sémantique est dû à la nature compositionnelle de la construction pronominale, dotée d'une implication conversationnelle et même d'une implicature. Alors là, j'emploie un terme de la linguistique pragmatique forgé par le philosophe Paul Gris, qui explique ce concept à l'aide de ses maximes. Elle se réfère donc à ce qui est suggéré ou signifié par un locuteur de façon implicite qui provoque un effet pragmatique, par exemple une nuance d'incrédulité. Cette expression des émotions est donc une tentative de réconciliation du sujet parlant et du corps parlant, qui parfois dira tout autre chose que le locuteur qui l'habite. On pourrait aussi parler de langage corporel, mais il n'en sera pas question ici.
De ses ressentis et de ses sentiments, le sujet vit ce flux d'émotions sous-jacent à son expression verbale, cognitive, volontaire. Selon Antonio Damasio, le langage, que la source de l'émotion soit au niveau de la peau ou d'une image mentale, prend effet dans la chair. Le corps est le fondement de l'esprit, en relation avec le monde sensoriel, lieu de la perception du monde extérieur. Ce qui nous renvoie à la philosophie de l'esprit, de la pensée, source du langage, exprimé à travers le corps, siège des émotions. C'est pourquoi la psychologie, souvent écartée de la linguistique, en est si proche ici, avec un objet commun, le sujet parlant. Cette dernière indication ouvre le champ du langage dans ses rapports à l'être. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle pause philo, soit en présentiel, soit encore en direct sur les moyens, bien sûr avec les moyens audiovisuels.